Bien, bonjour à tous tout d'abord. Donc le moment de conclure, c'est les travaux de ces 31e journées est arrivé. Alors bien entendu, comme à chaque fois dans ce style d'exercice, avant toute chose, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à tous nos intervenants d'abord, à l'animateur ensuite. Ils nous ont ensemble permis de bénéficier d'un temps d'échange riche de points de vue croisés, riche de points de vue tout court. Ils auront été inspirants, questionnants aussi, mais toujours passionnants, qu'ils soient les points de vue de juristes, de sociologues, de régulateurs, de professionnels de l'accompagnement. Ils auront permis un regard spécifique permettant d'éclairer au travers d'une approche globale une question plurielle avec des aspects sociaux, institutionnels, juridiques, politiques, mais aussi pratiques. On l'a vu avec les professionnels ce matin. Donc qu'ils soient remerciés pour l'intérêt porté à la tenue et à l'organisation de ces journées. Et puis, puisqu'on parle d'organisation, je salue aussi le travail considérable mené par l'équipe d'APF Formation pour avoir structuré ces journées d'une manière dynamique, alors même que c'est un sujet dont l'actualité se joue en ce moment, comme vous le savez. Pour faire bonne figure et pour terminer, je remercierai l'UNESCO. Vous me permettrez de ne pas aller plus loin parce que sinon on va tomber dans un exercice de type cérémonie des Césars, donc je vais m'arrêter là. Plus sérieusement toutefois, comment conclure ces journées en quelques mots, tant les mises en perspective et le partage de connaissances et d'expériences auront été riches. D'abord, je voudrais souligner un point qui est apparu consensuel, et c'est sans doute le premier point à souligner, c'est la lecture partagée du sens de la démarche. Il s'agit de répondre à une attente essentielle des personnes en situation de handicap qui consiste à demander d'avoir les mêmes droits que les autres pour pouvoir faire leur choix dans un cadre qui est prioritairement celui du droit commun, mais pas forcément que celui du droit commun. Bref, en un mot, pouvoir s'autodéterminer. Finalement, en première analyse, rien de plus normal. Toutefois, et vous le savez même mieux que moi, ça peut être parfois une fausse évidence dans un modèle français qui date quand même qui s'est construit dans le milieu des années 70 et qui s'est quand même plutôt construit autour d'une notion de mise à l'abri qu'autour d'une notion de prise de risque. Or, c'est aussi ça, pouvoir faire un choix. C'est pouvoir faire cette prise de risque et bénéficier d'un droit à l'essai. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je n'étais pas avec vous ce matin pour une raison toute simple, c'est que j'étais au conseil d'administration d'APF France Handicap et à assister les administrateurs dans des travaux portant sur comment accompagner la transition, comment conduire, nous, APF France Handicap, la transition inclusive. Vous le voyez, les deux temps de travail ont finalement été assez parallèles. Ce que je constate, c'est qu'entre des journées d'études où le professionnel est un public de professionnels de niveaux divers, de spécialités divers, mais quand même, on est dans un cadre où les professionnels parlent aux professionnels. Ce matin, j'étais dans un cadre où le conseil d'administration compte à 95% des personnes en situation de handicap. C'est une des spécificités d'APF France Handicap. On retrouve le même sens de cette démarche. Le fait finalement de dire l'autodétermination, c'est pouvoir essayer, tenter, changer d'avis aussi, mais au final être soutenu et sécurisé dans ses choix. Alors bien sûr, sur la base de cette vision sociétale de la place de la personne en situation de handicap, citoyen et sujet de droit tout à la fois, l'offre de services dite à la française doit évoluer. Les comparaisons internationales ont pu permettre aussi de mesurer que
même si on a souvent la tentation du village gaulois, ces philosophies qui sont actuellement à l'œuvre sont grandement partagées bien au-delà de nos frontières. Elles sont aussi amorcées au sein de nos frontières. Les exemples de pratiques professionnelles qui ont pu être évoqués le soulignent assez clairement. Alors, le sens de la démarche, bien sûr, mais également le comment. Je ne développerai pas les facteurs d'évolution qui ont été évoqués lors de ces journées. D'autres l'ont fait avant moi et j'en parlerai beaucoup moins bien qu'eux. Pour ma part, j'insisterai juste sur 2 lignes forces qui me paraissent les plus essentielles et les plus descriptives d'une offre de service qui serait plus ouverte sur l'extérieur, plus souple et donc plus à même d'accompagner les personnes dans leur choix de vie. Ce premier axe, c'est d'abord la poursuite du raisonnement en prestation pour ouvrir beaucoup plus largement la palette de ce que peut proposer une institution, quitte à ce que d'ailleurs ce ne soit pas une institution qui offre toutes les prestations qui sont possibles. Denis Piveteau l'a dit, il faut parfois renoncer à vouloir tout faire. Je trouve que c'est un axe très pragmatique quand il s'agit de fixer les axes de progression de notre offre de service. Alors en revanche, et ça rejoint le deuxième axe, ce raisonnement en prestation, il doit s'accompagner d'un changement de posture, c'est-à-dire faire des établissements et services des acteurs de réseau, capables de se projeter à l'extérieur, on l'a dit, mais capables aussi de faire rentrer d'autres professionnels à l'intérieur et aussi, surtout même, de combiner leurs interventions, au travers notamment de fonctions nouvelles comme la coordination. En une phrase, parce que le propos devient un petit peu long, il s'agit de passer d'une offre de service très thématique, très centrée établissement, ce qu'elle était jusqu'à présent, vers une offre de service plus globale, moins excluante et en situation de proposer une palette de réponses graduées qui permettent aux personnes en situation de handicap d'être véritablement actrices de leur parcours. Alors, la tâche est vaste. Le secteur gestionnaire, je le disais, on a souvent coutume de dire qu'il faut que le secteur gestionnaire se transforme comme si c'était une ligne d'horizon qui était encore très lointaine. Ce que je retiens de ces journées, c'est qu'elles permettent de montrer que le mouvement il est déjà amorcé. On est déjà en train d'aller vers cette transformation de nos pratiques. Une transformation des pratiques qui va d'ailleurs pas de soi. On voit bien que ça questionne des modes de fonctionnement traditionnels et que derrière, bien évidemment, ça questionne aussi les postures de travail de nos équipes. Donc, ce volontarisme du secteur gestionnaire, il doit être accompagné parce que les impacts sont assez nombreux et assez complexes, qu'il s'agisse du travail sur les postures professionnelles, qu'il s'agisse des besoins de formation, qu'il s'agisse aussi de la structure de nos équipes. La structure d'un IME il y a 20 ans ne sera sans doute pas la structure d'un IME dans 5 ans, si on se projette à 5 ans. Évolution du cadre bâti aussi, et puis on a beaucoup parlé d'innovation, construction des SI. Bref, un tel défi ne se gagnera pas seul. Il est le bon ton de le rappeler dans un contexte où le secteur gestionnaire a parfois le sentiment de se voir opposer des discours un petit peu incantatoires sur la nécessité de transformer et sur le comment transformer. Bien entendu, cette logique, cette transformation de l'offre, elle est quand même politiquement portée. Elle fait aujourd'hui l'objet d'un accompagnement assez volontariste aussi des pouvoirs publics. Et plusieurs réalisations sont intervenues. On en a mentionné un certain nombre sur le plan managérial, sur le plan administratif, qu'il s'agisse de la place des CEPOM, qu'il s'agisse des dispositifs de coopération ou même de l'évolution du régime des autorisations, même si celui-ci n'est pas forcément encore totalement achevé. Et puisqu'on évoque les motifs de satisfaction, je voudrais tout spécialement souligner les signaux très positifs envoyés par la HAS sur la place de la personne accompagnée comme acteur de l'évaluation de la qualité des prestations.
C'est quelque chose auquel on tient beaucoup à APF France Handicap. Pour autant, beaucoup reste à faire. Je n'entrerai pas dans le détail. On n'en est pas encore, j'allais dire, à un moment de cette transformation qui nous permette de dire on dispose aujourd'hui de tous les leviers pour appliquer l'idéal type qu'on a défini ensemble. Mais on progresse. Je voudrais, pour conclure, insister sur un vrai point qui, pour l'instant, a sans doute été éludé et qu'on approche par petits bouts. C'est le fait de conduire une vraie réflexion sur notre cadre juridique. Ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre d'un questionnement que j'entendais à l'instant, notamment sur la question de savoir si aujourd'hui le Code de l'action sociale et des familles, qui est un peu l'alpha et l'oméga, le sacro-saint guide de fonctionnement des établissements et services médico-sociaux, qu'on soit du côté des gestionnaires ou qu'on soit du côté des régulateurs, ce Code de l'action sociale et des familles aujourd'hui il ne colle plus complètement à la description de l'offre de services qu'on a eu l'occasion de décrire. Pourquoi ? Parce qu'il est très centré sur l'établissement. Il s'est insuffisamment penché sur les impacts des coopérations. Donc on voit bien qu'il y a encore un certain nombre d'ajustements à produire et la liste des adaptations, qu'elles soient législatives, réglementaires, financières ou administratives, encore à produire et encore assez significative pour qu'on puisse finaliser cet objectif d'individualisation des réponses. Bref, nous avons encore de beaux sujets d'études pour les prochaines journées. Je ne sais pas où on en sera dans 2 ans ou dans 5 ans par rapport à ce qui nous a occupé ces jours-ci. D'ici là, je vous remercie de votre présence, de votre attention et j'espère que ces journées auront contribué à nourrir votre détermination et votre enthousiasme pour mener ces changements de pratique que les personnes que nous accompagnons attendent de nous. Bon retour à tous.